Alors, puisque d'abord je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'accueillir ici, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite aussi à tous une très bonne année. Je connais Morlaix, je suis déjà venue plusieurs fois, mais dans le cadre de la Ligue des droits de l'homme, il y a de nombreuses années, dans cette ville que j'ai retrouvée avec l'amitié que j'ai nouée entre Lucienne et Ismaël. Voilà, donc je me retrouve à Morlaix, c'est toujours un vrai plaisir. Alors, je dirais qu'en tant qu'avocate, je suis retraitée depuis maintenant 1 an et demi. Je dirais que j'ai eu un parcours assez atypique parce que je ne m'étais pas du tout destinée à devenir avocate, mais alors pas du tout. J'ai fait dans ma vie les choses tout à fait à l'envers, c'est-à-dire que je me suis d'abord mariée, j'ai d'abord fait des enfants, et puis après j'ai fait des études. Donc j'ai passé mon baccalauréat, j'avais 28 ans, voilà, donc, et puis les aléas de la vie étant évidemment ce qu'ils peuvent être, je me suis trouvé un travail comme secrétaire juridique aux éditions d'Argo, donc dans les bandes dessinées. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans le milieu des avocats. Donc j'ai passé 12 ans dans cette maison d'édition où j'ai grimpé tous les échelons puisque j'en suis devenue directeur général au bout d'un moment. Et je faisais du droit, en même temps je faisais des études et j'ai passé comme ça ma licence de droit tout en travaillant, etc. etc. Et puis mon père était lui-même avocat. Et à son décès, il y a eu plein de choses dans la même année. J'ai perdu mes 2 parents. Je me suis fait mettre à la porte de chez Dargaud, donc ça a été un peu violent. Et je me suis dit, bon, il faut que je me recycle quelque part, parce que je ne peux pas rester comme ça dans le vide. Et comme j'avais la possibilité d'avoir ce qu'on appelait une passerelle, c'est-à-dire le fait d'avoir été responsable d'un service juridique pendant plusieurs années dans une entreprise, m'évitait d'avoir à passer le CAPA, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et je pouvais rentrer directement dans la profession sans passer le concours. Alors c'est un avantage et c'est un inconvénient. Je peux vous dire que quand vous rentrez dans ce métier sans aucune idée de ce que ça peut être, sauf que je voyais les parents, bon, je voyais bien mon père travailler, mais enfin j'étais pas dans ces dossiers, je ne savais pas comment on faisait. Donc j'ai gardé quelques souvenirs cuisants de mes premières plaidoiries où je me suis retrouvée vraiment plongée dans un univers que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le monde judiciaire, je ne connaissais pas le rituel, je ne connaissais pas le fonctionnement. Donc c'était vraiment plongée dans un grand bain tout à fait impressionnant et pas toujours couronné de succès au début, je le reconnais modestement parce que c'était pas évident, avec les difficultés venant de tous ordres, à la fois donc de découverte de ce monde étrange qu'est la justice, de la difficulté aussi de travailler en commun avec des confrères qui sont très généralement comment dirais-je, personnels, voilà, qui ne partagent pas beaucoup leurs informations, qui sont assez... voilà, donc ça n'était pas toujours très facile. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, alors que j'étais associée avec l'ex-associé de mon père, je me suis jetée à l'eau et j'ai décidé de fonctionner toute seule. Et là, le hasard a fait que la Ligue des droits de l'homme, et je vous expliquerai comment j'y suis allée, m'a fait déboucher sur un certain nombre de dossiers auxquels je n'avais absolument pas pensé au début, puisque je faisais de la propriété intellectuelle, sortant de chez Dargaud, de mes lieux d'édition, c'était assez cohérent et assez logique, et là je me suis retrouvée tout à fait dans un autre monde. Alors la Ligue des droits de l'homme, c'est aussi une longue histoire, puisque c'est l'histoire qui est beaucoup liée aussi à mes parents, notamment à mon père, qui en a été le président pendant un certain temps. Moi je militais de loin, voilà, vaguement. Et puis, il s'est passé un jour quelque chose de très, très fort, c'est que mon père a été visé par un attentat criminel par des gens de l'extrême droite, et ils se sont tout simplement trompés d'appartement, et donc c'est le mien qui a sauté, dans lequel il y avait mes enfants, mon chien, enfin bon bref, c'était quand même un peu violent. Et là du coup, je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans rien faire.
ça a été une espèce de déclic. Et j'ai dit, là, il faut que je m'engage plus que je le faisais jusqu'à maintenant, parce que, voilà, c'est intolérable, etc. Alors, on avait eu des menaces, ça avait été très dur, puisqu'on recevait des lettres, le nom de mon père, avec un petit pendu, en disant, on aura ta peau, etc. Moi, c'était pareil. Ta fille, donc moi, se promène avec son chien à telle heure, elle emmène ses enfants à telle école. Enfin, donc il y avait un moment quand même un peu chaud. Voilà, donc du coup, moi, ça m'a au contraire dynamisé d'une certaine façon. J'ai dit, ah, mais ces gens-là, ils n'auront pas le dernier mot. Donc, il faut absolument que je m'engage. Je ne voulais pas m'engager dans un parti politique. J'y suis venue après, mais à l'époque, je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas être encartée, je voulais garder une forme de liberté, voilà, etc. Donc la Ligue des droits de l'homme me paraissait effectivement être un endroit où je pouvais militer pour des grands principes, pour la défense des droits. Et voilà, j'ai commencé à être dans la section du 14e à Paris, 14e arrondissement, où j'ai fait un peu tout. J'ai été trésorière, j'étais secrétaire, puis après j'étais présidente, puis après j'ai fait la Fédération de Paris, etc. etc. Donc j'ai un peu pris tous les postes qui pouvaient se présenter. Et puis je suis rentrée, alors ne riez pas, mais nous avons un comité central à la Ligue des droits de l'homme. Nous n'avons jamais changé de nom. Nous avons une antériorité, puisque ça date de 1898. Et donc je suis rentrée au comité central dans les années 92 ou 13, quelque chose comme ça. Et puis après je suis devenue une première fois vice-présidente de la Ligue en 2005. Et puis j'ai eu un petit temps de retrait entre 2010 et 2015, pour le temps de raisons personnelles. Et puis j'y suis revenue et je suis à nouveau vice-présidente. Donc cette parenthèse étant faite sur la Ligue des droits de l'homme, un jour, à la Ligue des droits de l'homme, on m'a contacté au cabinet d'avocats en me disant, écoutez, il y a quelque chose de bizarre, il y a plein de gens dans une église qui doivent certainement demander sur des problèmes de droit au logement, tu devrais y aller voir ce que c'est. Et en fait, c'était pas du tout le droit au logement, c'était la question des sans-papiers et des migrants qui, donc dans les années 96, l'époque des églises Saint-Ambroise, du Michel Najapi, de tous ces épisodes-là qui ont abouti jusqu'à l'expulsion de l'église Saint-Bernard. Alors là, du coup, je me suis retrouvée, là aussi, dans un grand bain, c'est-à-dire je n'avais jamais fait le droit des étrangers, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, à chaque fois c'était les pieds dedans, et puis il fallait que je me débrouille avec ma propre façon de faire, parce que pas le temps d'aller prendre des cours, pas le temps d'aller se former, donc formation sur le terrain et en temps réel, en permanence, etc. Donc ça m'a beaucoup occupée, et ça a été une des activités principales de mon cabinet, en fait, pendant plus de 20 ans. Donc le droit des étrangers, sous toutes ses facettes, puisque je pense que certains d'entre vous le savent, le droit des étrangers, c'est à la fois du droit administratif, c'est aussi du droit devant un juge des libertés qui peut les faire sortir ou non en rétention, etc. Donc il y a des aspects assez variés dans ce droit des étrangers. Ça peut être aussi du droit pénal, c'est-à-dire on peut avoir des étrangers qui se retrouvent en correctionnel, c'est le droit d'asile, c'est tout ça, donc une matière extrêmement vaste, très, très variée, qui fait que je peux vous dire que ça occupe bien un cabinet d'avocats, surtout quand on se met dedans à fond, et voilà, donc ça a été une de mes grandes activités. Alors, ces activités-là se sont ajoutées beaucoup de droits de la famille. Donc en fait, je m'occupais beaucoup de tout ce qui était, à la fois les divorces, ça, je dirais que je pense dans tous les cabinets d'avocats, on fait du divorce, c'est quelque chose d'assez courant, mais aussi toutes les questions de garde d'enfants, et puis de succession. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué, ça ne me plaisait pas beaucoup, mais enfin j'en ai eu quand même pas mal des dossiers là-dessus, parce que ça ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que c'était toujours des conflits familiaux que je trouvais ingérables.
Voilà, c'est-à-dire vraiment le conflit sur l'héritage est quelque chose qui me hérissait parce que je voyais des gens se fâcher, se détruire entre eux pour quelquefois, excusez-moi, des clopinettes, mais c'était des questions de principe, il ne faut pas prendre l'assiette de la grand-mère, il ne faut pas prendre l'armoire de la grand-tante, je ne sais pas quoi, et ça devait... Bon, donc ça, c'était pas franchement ce qui me plaisait le plus, mais enfin bon, c'était élémentaire, hein, donc je le faisais parce qu'il fallait bien quand même que la boutique tourne, c'était pas forcément ce que j'appréciais le plus. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de... Alors ça aussi, c'était assez compliqué, de tutelle et de curatelle, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont... voilà, dans les incapables majeurs, voilà, disons. Alors là aussi, c'est très difficile, c'est très délicat parce que beaucoup de personnes âgées, par exemple, que l'on est sous tutelle, parce que les enfants ont peur que les parents dépensent, on revient toujours sur les histoires d'argent, dépenses de patrimoine, parce que les gens sont plus tout à fait capables de savoir ce qu'ils dépensent, etc. Alors on met des personnes sous tutelle, on leur supprime leur courrier, on les met dans des conditions de dépendance, et donc il faut se battre avec les juges des tutelles, tout ça, voilà. Donc il y a eu tout ça, et puis du droit pénal. Alors pas mal de droit pénal aussi, alors ce que j'appelle du petit pénal, c'est-à-dire... j'ai jamais fait de trafic de stupes, ce que j'aurais pu faire, ce qui m'aurait rapporté certainement beaucoup d'argent, mais bon, ça c'était pas trop ma vocation. Par contre, de la correctionnelle, les comparutions immédiates, donc du pénal de tous les jours, ça oui. Donc vous voyez un panel, je dirais, très humain. Voilà, c'est-à-dire pas du tout de la fusion-acquisition, pas du tout du cabinet d'affaires, pas du tout de ce truc-là. Ce qui a à la fois, je vous dis, des avantages et des inconvénients, parce que c'est extrêmement prenant. C'est quelquefois humainement difficile, hein. Il y a des moments où on n'a pas très envie où on a plutôt envie de lâcher un peu en se disant mais c'est pas possible, on rentre chez soi le soir en disant mais on a vu, entendu, reçu des gens qui vous ont raconté des tas de trucs épouvantables, de la misère humaine, de leurs difficultés. C'est pour ça que je pense beaucoup avec ce qui se passe en ce moment, parce que tout ça me rappelle plein de dossiers finalement que j'ai vus, et que l'on devait traiter justement par la voie judiciaire, et avec les difficultés que ça comporte, parce que ce monde judiciaire, il est extrêmement complexe et extrêmement difficile à appréhender. Donc voilà, ça c'est un peu mon éventail, si vous voulez, d'activités. Je regrette absolument pas d'avoir fait ça. J'ai dû m'arrêter parce que ça devenait beaucoup trop prenant. C'est-à-dire que les audiences le dimanche matin au tribunal de Meaux pour aller sortir un étranger de rétention, plus après l'après-midi au tribunal de Melun, plus ceci, plus cela. Bon, il y a eu un moment où j'ai un peu lâché, puis j'ai mis place aux jeunes, hein, après tout. Il faut aussi qu'on laisse un peu de place, mais il y a des moments où je regrette beaucoup de ne pas pouvoir continuer, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels j'aimerais bien aujourd'hui continuer à me battre. Alors, dans les dossiers, il y a eu un petit peu de tout. Vous avez entendu parler, je suppose, de Battisti, par exemple, et de Marina Petrella. On cherchait le nom là tout à l'heure, je ne m'en souvenais plus. Ben voilà, par exemple, ça c'est des dossiers sur lesquels, avec d'autres confrères, militants comme moi, comme Jean-Jacques de Félis, on s'est énormément battu pour essayer de les sortir du guêpier juridique dans lequel ils étaient. Ça a été une très belle bataille, voilà. Là aussi humainement difficile, parce que on avait contre nous tout un appareil d'État quand même très lourd, mais je crois que c'est une des plus belles batailles que j'ai menées avec finalement Marina Petrella quand elle est sortie de prison. Je dois avouer que c'était quand même un moment de réconfort. On était quand même assez contents de ce que l'on avait fait. Des dossiers moins emblématiques, mais qui m'ont beaucoup marqué aussi, d'un monsieur par exemple dont les parents étaient yougoslaves et qui n'avait pas de nationalité.
Il n'avait pas de nationalité parce que la Yougoslavie n'existant plus. On ne savait pas d'où il venait. Personne ne voulait lui donner de nationalité. Et donc il était rejeté de partout et donc il passait son temps en prison. Pour un oui, pour un non. On lui disait mais vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas d'identité, donc vous ne voulez pas les montrer, vous êtes etc. Donc il était systématiquement incarcéré. Et puis plus il était incarcéré, plus il était replié sur lui-même. Quand j'arrivais à le faire sortir, ben, il a fini par faire des bêtises parce qu'au bout d'un moment, il fallait bien qu'il trouve des moyens de subsistance, etc. Mais on a réussi, enfin j'ai réussi quand même, et ça c'est des batailles qui ont duré des années, à lui faire reconnaître qu'en fait, ce type était français. Parce qu'il avait passé toute son enfance en France, il avait été scolarisé, et il avait même été, à un moment donné, appelé pour faire son service militaire. Et il avait été rejeté par l'armée, où on avait décidé qu'il n'était pas français, donc il ne devait pas le faire. Donc il n'était pas français, mais il n'était pas yougoslave, il n'était rien. Et il fallait quand même qu'on lui trouve une situation. Donc ça, ça avait été une bataille aussi qui avait été assez longue, mais qui était quand même assez chouette. Et puis, donc je vous dis, beaucoup de droits des étrangers, beaucoup de gens assez extraordinaires que j'ai croisés, des gens qui avaient des vies, qui étaient déjà installées en France depuis très longtemps, et puis qu'on menaçait de faire partir. Enfin voilà, donc des engagements assez forts. Donc tout ça, ça m'a beaucoup plu. Enfin, j'avais l'impression, voilà, de faire mon métier en militant. Voilà, je crois que c'était ça qui était le plus passionnant. Maintenant, j'avais face à moi je vous dis, un système qui était quand même, et qui est toujours un système extrêmement complexe, et qui fait que je me rendais compte aussi que le métier d'avocat, ça servait, donc qui est souvent critiqué, hein, et je ne nie pas les critiques qu'on peut apporter sur ce métier, qui peut être fait de tellement de façons différentes qu'effectivement, on pouvait avoir de très bons avocats, on pouvait en avoir de pas bons du tout, vous pouvez en avoir, vous avez l'impression qu'ils font rien, d'autres qu'ils sont très bien, etc. Mais j'avais l'impression que quand même ce métier permettait de faire un pont, un intermédiaire en fait entre le citoyen et ce monde judiciaire qui est si peu accessible finalement et qui le sera de moins en moins dans la réforme qui est actuellement prévue. Donc ce pont, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette idée-là que finalement s'il n'y avait pas ces intermédiaires-là, ça ne pouvait pas bien fonctionner parce qu'on ne parlait même pas le même langage. Moi j'ai des souvenirs par exemple d'une audience en correctionnelle avec un étranger qui était... Non, c'était je sais plus, quelqu'un qui avait fait une bêtise dans la rue, je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, bref, il se retrouve dans le box des accusés, les menottes aux mains, etc. Bon, les gendarmes le mettent comme ça, et puis le président lui pose quelques questions, et puis il lui dit mais alors monsieur, comment vous projetez-vous dans l'avenir? Le type se penche à moi, il me dit il faut que je me jette tout. Alors voilà, ça vous fait rire. Et vous voyez le monde qu'il y a, les deux mondes. Et quand je disais au président, mais vous savez, monsieur le président, je crois qu'il n'a pas compris votre question, je me suis fait rembarrer. Mais moi, je suis président, je sais comment je parle, et vous n'avez pas à me dire comment je dois parler au prévenu. Bon, alors vous voyez, il y a... Mais ça m'avait frappé. Comment vous projetez-vous? Je dois me jeter où? Mais vous riez, mais c'était ça. C'est-à-dire que ce sont vraiment... on ne se comprend pas. Et je pense que voilà, le rôle de l'avocat, c'est aussi d'essayer de faire ce lien entre les deux. Avec beaucoup de difficultés, parce que la plupart des gens dont je vous parle sont soit éligibles à l'aide juridictionnelle, soit on est commis d'office. Et ça, c'est pas toujours simple. La commission d'office, c'est ben voilà, vous avez une audience de comparution immédiate, vous avez 35 dossiers, vous arrivez et vous avez 5 minutes par dossier avant, donc vous êtes obligé d'inventer une défense.
sans connaître la personne, sans avoir parlé avec, en essayant de faire au mieux pour que ça se passe le moins mal possible. Et puis, vous ne pouvez pas gérer 35 dossiers dans une après-midi. C'est pas possible. Ni vous, ni les magistrats, ni les greffiers, ni personne. Vous avez des audiences qui commencent à 13 h et qui finissent à 11 h du soir, voire minuit, quelquefois même 1 h du matin. C'est pas de la justice. Pas de la justice, je veux dire. Mais ça, c'est le tout courant. Et c'est cette justice-là, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Et moi, j'ai toujours dit, y compris à mes camarades de la Ligue des droits de l'homme, qu'il était très important qu'on aille dans les salles d'audience, qu'on y aille et qu'on écoute et qu'on regarde. Parce que le regard extérieur sur les magistrats, sur les avocats, sur les procureurs, etc., eh ben, ça fait changer le discours. Parce qu'on ne peut plus dire n'importe quoi. Quand on est devant une salle vide, avec de la justice d'abattage où ça passe comme ça à la queue leu-leu, eh ben, tout est permis. Et vous avez même des dérapages qui sont tout à fait inacceptables, mais qui finissent par arriver parce qu'on est fatigué, parce qu'on est lassé, parce qu'on ne fait plus attention, parce qu'on lâche, ses garde-fous. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose, je pense que la présence dans les salles d'audience de correctionnel, de la petite correctionnelle du quotidien, elle est pour moi absolument fondamentale. Et si vous avez des moments, des possibilités, je sais bien que votre tribunal va fermer à Morlaix, mais bon, voilà, d'essayer d'y aller et d'apporter votre regard extérieur, parce que ça c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Alors, les commissions d'office, donc ça se passe comme ça, c'est pas simple, c'est pas de la défense, c'est vraiment du n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Et puis, l'aide juridictionnelle, ben, vous avez deux problèmes. Il y a de moins en moins de gens qui sont éligibles à l'aide juridictionnelle, puisque il faut à peine gagner le SMIC pour l'avoir, mais si vous êtes un tout petit peu au-dessus, vous n'y avez pas droit. Et puis les avocats sont très mal payés sur l'aide juridictionnelle. Je vais vous donner un exemple. En droit des étrangers, une audience devant le juge des libertés, où vous pouvez arriver, mettons, au début d'audience à 13 h 30, et vous pouvez passer 18 h parce que, etc., on est payé 175 €. Donc voilà, il faut savoir ça. En correctionnel, c'est la même chose. Donc, si on est à l'aide correctionnelle, on est très, très, très mal payé. Donc, ce qui aussi incite et donne une image de la justice qui ne fonctionne pas bien. On a l'impression que les avocats s'en foutent. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué, parce qu'on se dit, mais ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Parce que normalement, on doit travailler un dossier, on doit essayer de quand même savoir ce qui se passe, faire des photocopies, recevoir les clients quand on peut, etc. Donc tout ça, c'est pas compté. Donc ça, c'est une des grandes misères de la justice. C'est pas d'aujourd'hui qu'on demande la revalorisation de l'aide juridictionnelle. Je me souviens que Marie-Louise Dubranchu, quand elle était ministre de la Justice, nous lui avions fait, je me souviens, un accueil au palais de justice fortement animé, sympathique, mais animé, en lui demandant déjà, donc ça remonte quand même à plusieurs années, hein, la revalorisation du montant de l'aide juridictionnelle, et on en est toujours au même point. Je veux dire, on en est toujours au même point, et ça n'est absolument pas prévu de le revaloriser. Donc c'est pour vous dire que la justice pour les plus démunis continue à être une justice, je ne dirais pas de mauvaise qualité, mais de basse qualité. Voilà. Hein, on n'avait pas les moyens de pouvoir aller plus haut. Je ne tape pas forcément sur le métier d'avocat, mais c'est comme ça. Je veux dire, vous ne pouvez pas... c'est absolument pas pris en compte, et ça, je trouve ça absolument catastrophique. Donc, voilà, donc ce sont des combats qu'il fallait mener en plus de notre combat de quotidien de fonctionnement du cabinet. C'est aussi d'essayer de faire en sorte que la justice puisse être de la meilleure qualité possible, avec les éléments qu'on avait en face de nous et à côté de nous. Et ça, croyez-moi, c'est pas toujours simple, hein, et ça n'a pas toujours été simple.
donc voilà, mais encore une fois, je vous dis, moi je regrette rien du tout. J'ai été passionnée par ce que j'ai fait et je continue à l'être parce que je trouve que c'est un très beau métier, mais c'est un métier ingrat, c'est un métier difficile, c'est un métier voilà, qui apporte des satisfactions, mais qui apporte aussi beaucoup de questionnements, voilà, d'interrogations sur la société, sur la société dans laquelle on vit, les gens qu'on rencontre, comment ils vivent, et puis en fait, c'est la révélation d'une certaine, voilà, d'une certaine, pas misère, mais oui, d'une misère morale, d'une misère, je dirais presque d'une misère citoyenne, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont tellement paumés, et qui ont tellement besoin en fait que la justice leur rende justice, et elle ne leur rend pas. Donc on est dans cette contradiction permanente du besoin judiciaire, c'est-à-dire que ça ne va pas, donc on a besoin de la justice, et puis la justice ne fait pas ce que l'on attend d'elle, ou on ne la comprend pas, ou elle n'apporte pas les solutions qu'on lui apporte. Donc il y a un vrai divorce, à mon avis, entre les citoyens et la justice. Alors, on nous propose aujourd'hui de faire tout à fait différemment. On nous explique qu'effectivement, il y a des problèmes, qu'effectivement, les gens ne savent pas de quoi on parle et ne connaissent pas la justice. Donc, on va rapprocher la justice des citoyens. Vous voyez, on la rapproche comme on fait à Orléans, on envoie au tribunal. Ça, c'est classique. Donc, on va la rapprocher comment? On va la rapprocher en la rendant encore plus élitiste. C'est-à-dire qu'on va l'informatiser à fond. Tous les litiges du quotidien, le surendettement, les injonctions de payer, les difficultés avec son propriétaire, la petite justice civile du quotidien va être quasiment dématérialisée. C'est-à-dire, vous n'allez plus aller au tribunal d'instance, aller exposer votre situation. Vous allez remplir un dossier informatique. Vous allez être obligé de joindre des pièces et puis de formuler quand même votre demande d'une certaine façon, parce que le langage juridique, c'est du langage juridique, etc. Vous savez, dans les tribunaux d'instance, moi je l'ai vu souvent, quand vous aviez un litige entre un propriétaire et un locataire, le locataire n'ayant pas payé pendant plusieurs mois son loyer pour des tas de raisons, X, Y ou Z, il arrivait à l'audience les mains dans les poches. Puis en face, vous aviez le propriétaire avec son avocat qui disait, bon ben alors, madame ou monsieur, vous devez 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, j'en sais rien, vous payez comment? Alors l'autre disait, ben j'ai des difficultés, j'ai ceci, j'ai cela, je ne peux pas payer. Et le juge disait, vous avez des éléments pour me prouver vos difficultés? Ah ben non, je ne savais pas qu'il fallait amener des papiers. Alors généralement, le juge d'instance renvoyait et disait, bon écoutez, vous revenez telle date avec vos documents. Ça marchait ou ça ne marchait pas, mais il y avait un dialogue, il y avait quelque chose qui faisait que quand même, on essayait de remettre un peu une égalité entre les deux parties. Là, c'est fini. Vous allez saisir votre dossier, et puis s'il est mal saisi, s'il est mal rempli, s'il n'est pas bien fait, ou si vous n'avez pas mis toutes les pièces, ça va être un système d'algorithme qui va régler votre question. Alors évidemment, la justice, elle va être chez vous, vous avez votre ordinateur, supposez que vous en ayez un, vous allez pouvoir faire votre truc, vous allez envoyer votre dossier, et puis vous allez attendre la réponse. Vous gagnez du temps, vous vous déplacez pas au tribunal, vous ne dépensez pas d'argent pour un avocat, etc. Sauf que, comment va être rendue la décision sur ce que vous aurez mis? Voilà. Je veux dire que là, on rentre dans un système complètement surréaliste. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que pour cette justice du quotidien, on l'informatise complètement. Donc on met déjà de côté tous ceux qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas les moyens d'être informatisés, ou qui maîtrisent mal l'informatique, parce qu'il faut joindre des pièces, il faut scanner, il faut faire tout un vrai travail hein, de tout ça. Bon, alors ça c'est déjà le premier point. Donc cette petite justice du quotidien, elle est complètement dématérialisée, très peu de recours au juge, sauf des cas très exceptionnels. Donc
D'où la suppression de vos tribunaux d'instance qui font du tribunal du quotidien, enfin de la justice du quotidien. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous allez avoir tout un système extrêmement complexe dont on n'a pas encore très bien vu les contours, qui vont être des plateformes informatiques, parce que tout ça est complètement là aussi hors de notre portée, de gestion des litiges. C'est-à-dire qu'on a là aussi des algorithmes en fonction de ce que vous demandez, de la nature de votre litige, du montant de ceci, vous allez avoir une décision qui va sortir à peu près automatiquement. Sachant que ces plateformes ont aussi un fondement, je dirais, un fondement financier assez important, puisque vous allez avoir comme maître d'œuvre de toutes ces plateformes les grandes sociétés d'informatique comme Google, comme tout ça, qui vont mettre en place la gestion de ces plateformes de gestion amiable des litiges. C'est-à-dire, en gros, on vous dit, vous n'avez plus besoin d'aller devant le juge. De toute façon, les juges y sont débordés, donc on ne peut plus régler nos litiges. Donc tout ça se réglera par le biais de ces plateformes qui vont faire un règlement amiable du litige. On va essayer de vous proposer une solution. En gros, vous avez un litige, vous devez 1000, on va vous dire, bah, écoutez, vous négociez à temps, et puis le tour sera joué, et vous n'aurez pas à aller devant le tribunal, et tout ça sera réglé. Sauf qu'il peut y avoir de parfaits conflits d'intérêts, puisque la plateforme, imaginez que vous avez par exemple un litige contre un assureur, pour AXA, au hasard, et c'est AXA qui gère la plateforme. Donc, bah oui, mais c'est quand même ça qui peut arriver. Donc, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous n'êtes pas très sûr que ça sera tout à fait conforme à une égalité parfaite entre les gens. Donc, règlement comme ça par ces plateformes. Vous allez avoir par exemple la question des pensions alimentaires en matière de divorce, qui sont des sujets difficiles et douloureux aussi, puisque les situations des gens peuvent changer, donc on retourne devant le juge, on fait, enfin jusqu'à maintenant on fait comme ça. Là, on va confier la gestion maintenant des pensions alimentaires à la CAF, qui va pouvoir dire, mais attendez, monsieur vous gagnez tant, madame vous gagnez tant, donc la pension elle est de tant. Puis c'est tout. Puis si vous n'êtes pas content, ben tant pis. C'est-à-dire que quand vous discutez sur une pension alimentaire devant un juge, vous apportez des éléments. Oui, moi je gagne tant, ma femme gagne tant, mais j'ai ceci comme charge, j'ai refait ma vie, j'ai d'autres enfants, je ne sais pas quoi, moi j'ai plein de trucs qui viennent se rajouter dessus, etc. Non, là on va rentrer dans un système voilà, beaucoup plus cadré, et beaucoup plus automatisé, si vous voulez, que ça. Donc en fait, dans cette réforme-là, c'est vraiment, parce qu'on parle beaucoup de la justice pénale, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est la justice civile qui me paraît être le plus problématique, parce que c'est celle qui touche vraiment à la vie quotidienne des gens, qui est impactée par cette réforme, voilà, de dématérialisation, éloignement du juge, etc. Alors il y a une question qu'on ne se pose pas. Pourquoi les juges y sont débordés? Parce qu'il n'y en a pas assez, tout simplement. Mais ça, on ne se la pose pas la question, on ne veut pas la poser. On ne veut pas la poser parce que on ne veut pas donner de moyens supplémentaires à la justice. Alors, qu'il y ait besoin de rationalisation dans certaines circonstances, bon, pourquoi pas, on n'est pas complètement obtus non plus, mais pas à ce point-là. Je veux dire que là, on ne se pose pas la vraie question. Oui, les juges sont débordés, c'est vrai qu'il faut du temps pour avoir une décision, c'est vrai qu'il faut que il n'y a pas assez, enfin moi je connais plus Paris que d'autres endroits, je vois bien comment ça se passait, les audiences ça pouvait traîner, etc. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Mais on ne veut pas non plus qu'il y en ait plus. On a fait en sorte depuis des années, finalement, que la justice se réduise comme peau de chagrin, et qu'on en arrive à cette... voilà, on élimine le juge, qui en plus peut être potentiellement un
un danger hein, pour la société, parce que le juge il peut avoir des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens que l'on souhaiterait. Donc c'est toujours inquiétant un juge, hein, c'est jamais où il va. Donc moins on a de juges, mieux c'est. Enfin, d'après, pour moi qui le dis, hein, d'après la philosophie, disons, de ce projet, c'est ça. Et on met le juge le plus loin possible, de côté, et on n'y a recours que quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Et donc je pense qu'on va pénaliser énormément de gens. Alors effectivement, je ne sais pas là par exemple ce qu'on en est, mais je n'ai pas les statistiques ou autres, peut-être vous avez plus d'informations, mais je ne sais pas si tout le monde serait capable voilà, de saisir un dossier informatique, cohérent, complet, pour l'envoyer et puis être sûr qu'on a bien tout mis, qu'on a bien tout vérifié, qu'on a bien... Et puis alors, vous allez faire comment? Vous allez avoir un recours à un avocat pour vous aider à remplir votre dossier, que vous allez en plus payer... Enfin bon, je veux dire, il y a plein de trucs qui tournent pas rond dans ce système-là. Mais on va partir du principe que c'est pour améliorer la chose et rapprocher de la justice. C'est ça qui ne me plaît pas dans le discours, c'est qu'en fait on inverse complètement la problématique. On dit on amène la justice chez vous, par votre ordinateur, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous complètement régler la question alors que ce n'est absolument pas. Donc ça c'est pour moi quelque chose de très sérieux et je pense que obliger des gens comme vous à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à la cité judiciaire, voilà, je pense que c'est pas non plus la meilleure des solutions, alors que la justice de proximité, ça devrait être vraiment quelque chose d'évident. Voilà. Alors, après, il y a tout le volet pénal. Alors, le volet pénal, c'est toujours très compliqué le pénal, hein, parce que on va commencer par nous dire que la justice est laxiste. Je ne suis pas certaine que ça soit vrai. Elle est laxiste pour certains, elle est inégalitaire, je dirais. Elle est inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y en a des qui s'en sortent mieux que d'autres. Voilà. Il y en a des qui n'y vont jamais alors qu'ils devraient y aller. Je ne citerai pas le nom, mais j'en pense à quelques-uns qui mériteraient certainement de pouvoir se retrouver devant un tribunal pour... Il faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de pôle financier. Vous vous souvenez de l'époque d'Eva Joly, des quelques affaires quand même assez phénoménales qu'elle a sorties, Elf et autres. Tout ça c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grosses affaires comme ça, il n'y a plus de pôle spécialisé en matière financière, donc on peut continuer. Voilà, je disais donc la justice n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'on peut dire, elle est même extrêmement sévère. Je crois que vous avez tous plus ou moins lu l'actualité ces derniers temps. Vous avez vu qu'on condamne assez facilement pour des babioles à de la prison, y compris avec sursis. Sachez quand même que la prison avec sursis, c'est une peine, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui vous fait une épée de Damoclès quand même au-dessus de la tête pendant 5 ans. Donc il faut quand même faire extrêmement attention, d'autant plus que n'importe quelle autre infraction pendant un délai de 5 ans vous fait tomber le sursis et donc voilà. Donc la justice n'est pas laxiste, c'est faux, première chose. Et là aussi, on va nous expliquer que comme les juges sont débordés, il faut qu'on fasse autrement, il faut qu'on trouve d'autres systèmes. Mais on ne va pas non plus mettre des juges en plus pour le pénal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser beaucoup la visioconférence, par exemple. Et je peux vous dire que pour avoir fait quelques dossiers en visioconférence, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a plus de contact humain. Et que, je rappelle quand même que le principe du pénal, c'est l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que même s'il y a... qui se promène. Même s'il y a un barème pour des infractions, on doit toujours tenir compte de la personnalité de la personne qui a commis la chose. Voilà, pas forcément une circonstance atténuante, ça c'est encore autre chose, mais enfin on tient compte de cette personnalité. C'est beaucoup, et c'est très important quand le magistrat a la personne en face.
comme nous sommes là aujourd'hui. On voit l'attitude des gens, leur réaction, etc. Par la visioconférence, ça fait un écran tel que vous n'avez plus du tout cette notion-là. Donc c'est beaucoup plus facile, à la limite, de pouvoir prendre des décisions sévères, etc., puisque vous avez un écran entre vous et le prévenu. C'est quand même très très différent, hein, très très différent. En plus, vous faites comment? Le prévenu, il est par exemple dans sa prison, on va le mettre dans une petite salle, puis il va y avoir une caméra, et puis il va falloir qu'il fasse son procès comme ça à distance. Évidemment, ça va gagner du temps. On va gagner du temps sur le transport, de la maison d'arrêt au tribunal, on va gagner de l'argent sur les escortes, on va gagner du temps sur le fait que on ne va pas forcément le réveiller à 5 h du matin pour qu'il soit au tribunal à 8 h, mais voilà. Mais en même temps, on y perd aussi complètement, là aussi, le côté humain. C'est-à-dire que tout ce projet, il est déshumanisé complètement. Il est dans la rentabilité complète. Complètement dans la rentabilité financière. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc la visioconférence, c'est à mon avis assez problématique. Comme il n'y a pas assez de juges, ben on va supprimer ce qu'on appelle la collégialité. Je vous rappelle qu'il y a un vieil adage qui dit juge unique, juge unique. Oh, petite bête là, j'essaye, mais je ne vais pas y arriver en plus, je n'ai pas très envie. Donc, juge elle a le droit d'être jugée. Ah, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Hein. Elle est là. Juge unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un seul juge, c'est un seul avis. Quand vous avez la collégialité, que vous en avez 3, mais c'est pas pour rien qu'il y en a 3, c'est justement pour qu'il n'y ait pas une égalité, c'est que c'est une discussion. C'est un délibéré qui se fait avec du pour, du contre, un avis, des avis, etc., etc. Donc ça aussi, on va supprimer la collégialité dans la plupart des cas, parce qu'il n'y a pas assez de juges. Donc on va revenir au juge unique. Ça aussi, ça va être compliqué parce que ça met quand même un peu en péril la question de la justice, voilà, d'une décision juste qui ne sera prise que par une seule personne, dont on peut imaginer, même si elle est extrêmement rigoureuse, même si elle fait très bien son métier, qu'il peut y avoir peut-être quelque influence personnelle, qui peut parfaitement être effacée dans une discussion à 3. C'est-à-dire, on peut dire, mais moi je pense que, mais le voisin peut dire, oui, mais enfin, écoutez, vous voyez bien que, etc. Voilà, donc il y a un échange qui est extrêmement important dans une décision, surtout quand il y a des questions à la clé de privation de liberté derrière, parce que c'est quand même très lourd. Alors, il y a ça, et puis on nous explique que, comme la justice est laxiste, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va en rajouter une couche, et donc on va mettre de plus en plus de monde en prison. Donc on va construire des prisons. Je vais vous donner un exemple très clair. Paris, la prison de la Santé, sans jeu de mots, c'est refait une santé. Vous voyez, content de mon truc là, voilà. Non, c'est-à-dire qu'elle a été complètement vidée de ses occupants depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Elle a été complètement refaite à neuf. Et les premiers prisonniers sont revenus la semaine dernière, il y a 15 jours, enfin il y a très très peu de temps. Je ne peux pas dire la date exacte, mais enfin, ça fait vraiment très peu de temps. La nouvelle prison de la Santé est prévue pour 800 détenus. Ils sont déjà 1200. C'est-à-dire que c'était l'enfermement en cellule individuelle, ils sont déjà à lit superposé. Et à l'évidence, ça va continuer. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens en prison? On peut se poser la question. Parce que plus vous allez construire de places de prison, plus vous allez mettre des gens en prison. Ça me paraît assez cohérent. Donc il faudrait se poser la question de savoir pourquoi il y a de plus en plus de peines qui prononcent la prison. C'est-à-dire, en gros, c'est la question des peines alternatives. Il y a quand même si maintenant
les petites peines de quelques mois, effectivement, on arrive à les transformer en peine alternative, voilà, d'autres choses. Voilà, enfin, des travails d'intérêt général ou travail de réparation en particulier, etc. Il n'en reste pas moins que le seuil à partir duquel on met les gens en prison reste très bas. Donc moins d'1 an, c'est vrai que c'est rare que les gens aillent en prison, mais vous avez de plus en plus de peines qui sont prononcées avec 2 ans ou 3 ans. Donc voilà. Donc il faudrait aussi se poser la question, pourquoi il n'y a pas de peine alternative? Je vous explique qu'il n'y a pas suffisamment de juge d'application des peines, qu'il n'y a pas suffisamment, etc. Donc on revient toujours à la même question, pas de moyens. C'est vrai que quand vous avez un juge d'application des peines qui doit vous faire faire, je ne sais pas, un travail d'intérêt général ou quelque chose, et qu'il faut quelquefois attendre, en tout cas sur la région parisienne, hein, je ne parle que de ce que je connais, des mois avant que ce travail d'intérêt général soit. On a l'impression d'une inefficacité de la sanction. C'est-à-dire, on dit, bah, alors, il a été condamné à quelque chose et puis il ne se passe rien. Alors, si ça revient 8 mois après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ni pour l'intéressé, ni pour la victime, ni pour la société, donc c'est complètement faux. Mais il n'y a plus de juge d'application des peines. Ils n'ont plus de moyens. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là aussi, tout ça a été démantelé et complètement vidé de sa substance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une façon, un emprisonnement, je dirais, de plus en plus important et de plus en plus fréquent. Donc ça aussi, ça pose un véritable problème. Parce que derrière aussi la question des prisons, il y a aussi de sacrés marchés financiers. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Les prisons, ça se construit pas avec du vent. Hein. Il y a de l'argent derrière, il y a des entreprises, il y a du monde qui construit tout ça, etc., etc. Donc tout ça, ça fait qu'on est toujours dans la même logique financière, drastique, mais on ne pose jamais la question des moyens de la justice. Jamais, jamais, jamais. On a un des budgets les plus bas en Europe. Vraiment, on est en dessous de tout. Enfin, je veux dire, c'est absolument invraisemblable. Donc, je crains que ce qu'on nous propose là n'améliore pas franchement les choses, ne mette pas en confiance, voilà, les citoyens vis-à-vis de leur justice. Il faut aussi que vous sachiez que c'est quand même un travail qui dure, voilà, c'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps. C'est pas seulement Macron, hein, ça remonte à bien avant. Et l'histoire de la carte judiciaire, d'avoir déjà transformé, ça remonte à des années. Et petit à petit, on a grignoté, mais là, on est arrivé vraiment à cette volonté de transformation. Et le problème, c'est que quand on discute, vous savez qu'aujourd'hui, il y avait une journée de mobilisation assez forte du personnel judiciaire, pas seulement des avocats, magistrats, greffiers, etc. Ils ne sont pas dans le corporatisme. Certains peut-être, mais en grande partie non. Ils manifestent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette justice-là, telle qu'on la propose dans ces textes-là, ne sera plus une justice, sera une justice élitiste, elle ne sera plus une justice égalitaire pour tout le monde. Ça n'est pas possible. Je veux dire, et je pense que c'est là-dessus aussi que le combat que mène tout ce personnel judiciaire. Alors, quand on voit les parlementaires, parce que là, ça revient à s'il y a eu des manifestations aujourd'hui, c'est parce que le débat revient à l'Assemblée. Je veux dire que parmi le premier texte avait été amendé de façon assez intéressante par le Sénat. Il y avait des avancées. Tout n'était pas parfait, mais nos amis sénateurs s'étaient beaucoup battus pour faire avancer les choses. Et le gouvernement avait retoqué fortement, et puis la droite en avait rajouté vraiment une couche. Et là, on est revenu devant l'Assemblée avec un texte presque pire que le premier. Voilà. Donc, je peux vous dire que les députés
sont totalement hermétiques à toute discussion. D'abord parce que je pense qu'ils ne connaissent rien. Ils n'en voient pas les conséquences, ils n'en voient pas les tenants et aboutissants. Ils sont dans cette logique du pragmatisme. Oh ben ça va aller mieux si on fait ça par informatique, si on enlève ceci, si on enlève cela, si on va plus vite, etc. Ils sont très dans cette logique-là. On en a rencontré des députés, on a discuté. On se rend compte qu'on est face à une incompréhension totale. Ah oui, mais ce projet est quand même bien, vous vous rendez compte, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, on va faire mieux, on va rapprocher ça des Français. Enfin, vraiment une conception complètement. Donc il ne faut pas attendre de la part des députés, sauf de quelques-uns, hein, bon, une vraie compréhension de l'enjeu. Et cerise sur le gâteau, on est en train de nous proposer de modifier l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Alors, l'ordonnance de 1945 sur les mineurs, elle a un aspect très, très spécifique, c'est qu'elle donne aux juges, les enfants, une double casquette, à la fois éducative et répressive. C'est-à-dire qu'en principe, le juge des enfants doit envisager l'éducatif avant le répressif. C'est-à-dire essayer de trouver le moyen d'aider le jeune qui a des difficultés, alors par le biais d'aide de travailleurs sociaux, etc., etc. Sauf que là aussi, il n'y a plus de travailleurs sociaux. Il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus assez. Je veux dire, le travail social aujourd'hui est dans une situation extrêmement précaire. Donc, projet de réforme, je le lisais encore ce matin dans le train, il n'est pas normal qu'un jeune qui passe, qui a fait une infraction, ne passe devant le juge des enfants que, pareil, X mois plus tard, ça n'a plus aucun intérêt, ça lui permet de refaire des bêtises entre-temps, vous voyez la mentalité tout de suite, donc il faut aligner en fait le statut des mineurs sur le statut des majeurs. Donc il faut être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sévère. Alors, là récemment, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Paris dans le lycée Arago, où il y a eu une répression quand même assez violente, d'abord policière, puisque des gardes à vue qui ont duré je ne sais combien de temps, etc. Et puis des présentations devant le juge des enfants. Et alors vous avez des enfants qui sont mis en examen. Donc voilà, on sait qu'on va leur reprocher quelque chose. Et évidemment, on ne sait plus rien. Ils ne sont même pas convoqués devant le tribunal. Donc pour les mômes, c'est vachement angoissant. J'en ai rencontré plein, des gosses, ils ne savent pas ce qui va leur tomber sur la tête. Les parents non plus d'ailleurs. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que ça manque là aussi de moyens, ça manque de fonctionnement. Alors on nous explique, eh ben, si on le fait passer en comparution immédiate, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Donc comme ça, on va tout de suite avoir la sanction, on va tout de suite avoir... Donc oui, on est complètement dans cette perspective voilà, d'aller vite, de punir plus, de dépenser moins, et au détriment complètement moi je considère, des droits fondamentaux des personnes, parce que quand même, quand on passe devant la justice, ce sont nos droits qui sont mis en... Et les droits, ça peut être des droits économiques et sociaux, ça peut être des droits fondamentaux, nos libertés individuelles, etc. Enfin, donc il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Et puis il y a la question aussi extrêmement complexe des rapports entre la police et la justice. Et là, on le voit quand même au quotidien, c'est-à-dire que on a un code de procédure pénale qui aujourd'hui réglemente dans les textes les conditions dans lesquelles on vous met en garde à vue, vous êtes auditionné, etc. Tout ceci se faisant sous le contrôle, dans les textes, hein, sous le contrôle du procureur de la République, ou d'un délégué. Les policiers râlent,
beaucoup, considérant que ça leur fait faire énormément de paperasse. Et donc, ils ont demandé et quasiment obtenu le fait que on ne notifie plus les gardes à vue selon les règles du code pénal, on ne présente plus d'intéressé devant le procureur, et on fait son travail de policier, et puis après, on passe directement à la justice sans contrôle. Donc là aussi, on gagne du temps, on fait moins de paperasse, mais c'est au détriment de quoi? De ses propres droits, de sa propre liberté individuelle. Et là, on nous explique aussi que c'est une question de rentabilité, que ça va plus vite. Et puis il y a une question policière aussi derrière, parce que les policiers, on râle beaucoup en disant que, par exemple, ils sont très, très remontés contre les avocats. Parce que la première chose qu'on fait, nous, quand on est avocat et qu'on a un dossier qui sort de garde à vue, c'est de regarder s'il n'y a pas des nullités. C'est-à-dire, si par exemple, on n'a pas gardé trop longtemps sans identifier ses droits, si on le fait par un médecin, si ceci, ça les énerve beaucoup, parce que quelquefois ils sont un peu débordés, ils ne font pas tout à fait ce qu'il faut, et paf, c'est annulé, et là, ça ne leur plaît pas. Et donc ça, ils ne veulent plus, et ils trouvent qu'ils perdent trop de temps à faire de la paperasserie. Donc, les notifications de garde à vue, ça sera filmé, et on saura après, en regardant le film, s'il y a eu des irrégularités ou pas. Donc c'est là aussi un cheminement, disons, que je trouve quand même assez inquiétant sur la façon de gérer nos droits et nos libertés. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement complexe. Je regrette de ne pas avoir 20 ans de moins pour pouvoir me plonger dans la bataille, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Et là, je laisse la place à mes petits camarades qui vont le faire avec beaucoup d'énergie, parce que je les rencontre tous les jours à la Ligue des droits de l'homme, et on est en train de faire un énorme travail là, sur la question de la répression, des répressions des diverses manifestations récentes, des violences policières, des gardes à vue invraisemblables, etc. Avec le souci aussi de dire aux gens, et ça on a eu cet exemple-là à plusieurs reprises, des gens qui ont été arrêtés, mis en garde à vue et relâchés sans rien, mais qui ont passé 12 heures, 15 heures, 20 heures dans un trou au commissariat, qui sont bien contents d'en être sortis sans rien. Ne vous habituez pas à ce genre de choses. Ne passez pas ça comme ne banalisez pas cette situation-là. La garde à vue, c'est sérieux, c'est une privation de liberté. Je conçois que vous soyez content d'en être sorti sans rien, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Pas que ça devienne une habitude, parce qu'on va finir par se dire oh c'est pas grave, on se fait coffrer pendant 24 heures, on sort, on n'a rien, tant mieux, au revoir, c'est pas perdre des profits, mais quand même, si on commence à lâcher sur ce genre de choses, après on lâche sur d'autres, et puis je pense que là on commence à déraper sérieusement. Donc voilà, il faut travailler là-dessus aussi, mais je pense que la bataille, elle est loin d'être terminée, et je ne suis pas forcément très optimiste sur ce qui va en sortir. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous raconter. Merci Dominique.